Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à ce dernier rendez-vous en sciences humaines. Alors si je ne me trompe pas, c'est le 12e de l'année, c'est le 24e de notre petite aventure collective. Je suis très heureux de voir qu'il y a du monde, et Dominique aussi. À 21 juin, oui, c'est pas mal. Oh combien? Pour à 21 juin, c'est pas mal. Donc c'est avant la fête de la musique, donc tu vas nous mettre un petit peu en joie, j'imagine. Donc on a la chance aujourd'hui et l'honneur d'accueillir Dominique Bourg. Sois le bienvenu, chez toi, ici dans cette maison dont tu connais le directeur et une partie de l'équipe. On remercie d'ailleurs le directeur d'être présent, une fois de plus, avec nous. Alors, dire que tu es là presque en voisin. Pas très loin. Enfin, c'est pas très très loin quand même, puisque tu es professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'université de Lausanne. Alors, tu es philosophe, entre autres choses. Tu co-diriges une collection qui s'appelle L'écologie en question au PUF. Et tu as sorti un certain nombre d'ouvrages, un grand nombre, mais notamment un monumental dictionnaire de la pensée écologique. Il y a au moins un auteur, en plus de toi, qui est présent dans la salle. Je ne dirais pas qui, il se reconnaîtra. Et je peux citer un certain nombre de tes travaux. Donc, Science, conscience et environnement, penser le monde complexe. Les scénarios de la durabilité, qui est un livre électronique. Ça fait bizarre, un livre électronique. Surtout qu'il est gardé de publicité. Voilà, d'accord. La pensée, ah oui, publicité, Grenoble, ça marche pas toujours. La pensée écologique, une ontologie, du risque à la menace, pour une 6e république écologique, donc on en reparlera aussi peut-être, vers une démocratie écologique, développement durable demain ou jamais, conférence de citoyens, le nouvel âge de l'écologie, parer au risque de demain, le fameux principe de précaution. Voilà pour un certain nombre de tes travaux. Alors signaler, on le voit à travers les titres de ta bibliographie, signaler que parmi tes réflexions, il y a aussi de multiples engagements, parce qu'il y a à la fois une posture de chercheur, de philosophe, et quelqu'un qui est engagé dans la société. C'est une posture qui nous intéresse ici aussi dans ces rendez-vous. Signaler, c'est un secret pour personne, je crois que tu es vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, que tu t'es engagé avec beaucoup d'énergie dans la COP21, mais pour avoir discuté un peu avec toi et lu un certain nombre de papiers plus récents, tu as pris un peu de distance, en tout cas, avec tout ça. Je ne sais pas si on aura la chance d'en parler. Alors, j'avais écrit, il nous dira donc si Nicolas sera candidat ou pas. J'ai cru comprendre que ce ne serait pas, mais on en rediscutera peut-être aussi tout à l'heure ou à la pause, parce que ce n'est pas le cœur du débat. Non, pas du tout. Alors, en attendant, on t'a demandé d'intervenir, travailler un peu sur cette idée d'intervention, et à partir du moment où tu as dit oui à une proposition que tu nous as faite autour de la question suivante, du risque à la menace, de l'inadéquation de la notion de risque pour les enjeux écologiques globaux. Alors on avait noté, nous, qu'il y avait une inflation aujourd'hui de risques partout, qu'on était dans une société envahie par les risques, et toi tu nous dis qu'en matière d'environnement, ce serait pire, parce que faudrait qu'on parle de dommages transcendantaux. Je vais expliquer. Voilà, justement, c'est le but. Voilà, te remercier, te laisser tranquillement ta demi-heure pour développer ton propos. Je rappelle que c'est filmé et puis tu pourras te voir dans quelques jours sur la toile et vous aussi. Voilà Dominique, à toi. Merci Luc. Bonjour à tous, à toutes. Et effectivement, je voudrais vous parler du risque et disons, nuancer cette espèce d'inflation des risques qu'on connaît. Je vais la resituer. Et effectivement, alors pas pour tous les risques environnementaux, mais pour les risques environnementaux globaux. Effectivement, je ne pense pas que cette notion de risque
soit adéquate, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, quand on parle de risque et quand on parle d'inflation du risque, on a tous en tête un livre, Die Risikogesellschaft d'Ulrich Beck, paru en 86, juste après Tchernobyl, évidemment. C'est vraiment génial pour vendre un livre sur le risque, mais rassurez-vous, il n'y est pour rien. Et c'est effectivement un livre qui a eu un succès absolument extraordinaire et qui est un livre symptôme, qui exprimait quelque chose dont on voyait bien que ça montait effectivement en puissance. Et selon Ulrich Beck, il y aurait eu deux modernités. Il y avait la première modernité, celle qui aurait vécu dans une espèce d'innocence par rapport aux risques qu'elle suscitait, et puis une modernité réflexive, revenant sur elle-même, et au contraire prenant tout à fait conscience des risques qu'elle encourait. Et évidemment, ça serait la fierté de cette modernité que de prendre conscience de ces risques. C'est faux. C'est tout simplement totalement faux. De bons historiens, alors même s'ils sont peut-être allés trop loin, Fresso, Jean-Baptiste Fresso, Christophe Bonnet, etc., Dominique Pestre ont montré ça. Effectivement, dès le début du XIXe siècle, il y a la conscience très claire de courir un certain nombre de dangers. Et ce qu'on pense alors, c'est que la richesse matérielle qui va en découler vaut largement la prise de risque. Alors on va voir qu'on ne devrait pas tout à fait avoir la même opinion aujourd'hui. Et puis vous vous souvenez la manière dont Ulrich Beck illustrait ça. En fait, la première modernité, c'est « j'ai faim ». Effectivement, il rappelle ce slogan, les ouvriers disant du 19e siècle, on va au travail comme la souris va à la trappe. Donc, autant pour vous dire qu'effectivement, le travail n'était pas quand même un lieu tout à fait génial. On pouvait y trépasser assez facilement. Et donc, à cette ancienne modernité, succéderait une nouvelle modernité où le slogan serait « j'ai peur ». Est-ce que vous avez vraiment peur du climat ? Peut-être vous, enfin j'en connais dans la salle, oui, mais bon, mais franchement, ce n'est pas la majorité des gens. Le climat n'effraie malheureusement personne. Et on reviendra peut-être pourquoi après. Alors, en fait, cette invasion, si vous voulez, de la catégorie de risque, je pense qu'elle offre plusieurs défauts, mais un de ces défauts, c'est de nous empêcher de comprendre, de saisir l'originalité des difficultés face auxquelles nous commençons à être confrontés et auxquelles nous serons de plus en plus confrontés. Grosso modo, les dangers qui sont solidaires de ce qu'on appelle l'entrée dans l'Anthropocène, en deux mots je vous rappelle, Anthropocène, c'est toujours c'est vraiment une controverse scientifique en cours aujourd'hui du côté des géologues, surtout des stratigraphes. C'est une catégorie qui est largement réappropriée, y compris par les sciences sociales, par le monde des arts, le monde de la culture. L'Anthropocène, ça serait l'ère de l'homme, mais on va voir, c'est tout à fait ambivalent, qui succéderait à l'époque géologique dans laquelle on croyait toujours être, à savoir l'Holocène, qui aurait 11 700 ans, qui commence vraiment à la fin du précédent âge glaciaire, et qui aurait été caractérisé, en général bien sûr, par des conditions quand même assez favorable à l'épanouissement de la vie, et notamment extrêmement favorable à l'épanouissement de l'agriculture, et derrière l'agriculture, à l'épanouissement des grandes civilisations. Donc l'Anthropocène serait le résultat de l'influence massive des activités humaines sur le système Terre. Alors on peut le lire de deux manières, on peut lire de façon très positive en disant mais nous sommes géniaux, nous sommes devenus une force géologique, et on va terrasser toutes les difficultés, ça c'est ce qu'on appelle le bon Anthropocène. Et puis on peut quand même être un peu plus raisonnable et se dire, bah oui, l'Anthropocène, effectivement, nous autres humains, après ce qu'on appelle la grande accélération, on finit par avoir un impact très lourd sur le système Terre, notamment en termes de climat, mais pas seulement. Mais justement, de ce fait, on interagit au sein d'un système, et le système, lui, réagit. Et les réactions du système à nos rodomontades risquent d'être quand même relativement violentes. Et ce n'est pas sûr qu'on puisse maintenir vraiment longtemps cette idée d'un bon Anthropocène. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais tout d'abord revenir sur les présupposés de la société du risque, d'ailleurs de manière générale, du risque en général. Qu'est-ce qui permet qu'on puisse parler de risque ?
qu'est-ce qu'il faut présupposer pour que le risque devienne une catégorie très répandue et dominante. Après avoir essayé de déployer ça, après j'essaierai de vous montrer que, et du coup en ayant redéfini un peu ce qu'on entend par risque, effectivement, avec ces grands changements globaux que marque l'entrée dans l'Anthropocène, nous ne sommes plus du tout, de façon assez précise, vous allez voir, confrontés stricto sensu à des risques. Risque, c'est possibilité, probabilité, on y reviendra, de dommages matériels affectant des individus. Et on va voir le fait que ce sont des individus, et quelque chose de très important. En général, on date, si vous voulez, l'avènement de la société du risque, mais c'est sans doute beaucoup dire, des réactions suscitées par le tremblement de terre de Lisbonne. Je dis la date de mémoire, mais je crois que c'est novembre 1755, et la fameuse querelle avec le poème de Voltaire et la réponse épistolaire de Rousseau, vous en souvenez, Voltaire se servant de ce tremblement de terre qu'on avait à l'époque, c'est sans doute moins crédité, de 100 000 morts. En tout cas, c'est quelque chose c'était une mortalité massive qu'on ne connaissait pas en Europe, hors épidémie ou famine. Donc c'était un phénomène qui était extrêmement marquant. Évidemment, ça serait passé au Japon. Ils en ont sans arrêt et on ne réagit pas du tout de la même manière au tremblement de terre. On y voit au contraire quelque chose d'excellent. C'est-à-dire on a le mauvais côté et le bon côté. Et quand il y a des tremblements de terre, ça fait travailler les artisans, il faut reconstruire la ville, etc. Ça, c'est la version japonaise. C'est pas du tout la version occidentale. Donc, côté Voltaire, finalement, effectivement, Dieu se fout de nous. On est comme les rats dans les cales d'un bateau, et Rousseau disant « Mais mon brave Voltaire, tu n'y es pas du tout, Dieu n'a rien à voir là-dedans, si on a installé une ville à cet endroit, c'est une décision humaine, si on y a créé des habitations à plusieurs étages, c'est une décision humaine, les gens y sont revenus pour rechercher leurs affaires, etc. » Réplique, et vous savez la suite, c'est une décision humaine, etc. Donc, les risques sont un problème de responsabilité humaine. Alors, ça a été beaucoup nuancé après. Il est clair que, si vous voulez, avant Voltaire et Rousseau, quand on était confronté à une inondation, on ne se contentait pas d'aller à la messe et de porter des cierges. On faisait des digues. Bon. Et quand on allait voir les augures pour savoir si on allait gagner une bataille, on n'y allait pas sans armes et sans préparation. Donc, il y a une façon quand même assez simpliste de voir ça, mais en fait non, la vraie différence, et là où effectivement il y a une modernité du risque qui n'existe pas avant, c'est l'idée qu'on a affaire à des décisions individuelles. Et le risque ne peut émerger que lorsque deux conditions sont satisfaites, lorsqu'on entre dans une société des individus. Vous avez derrière le contrat social de Hobbes à Rousseau, si vous voulez, même si de l'un à l'autre les choses sont quand même sensiblement différentes, mais quand même, on a bien l'idée d'un état de nature et d'individu à l'origine isolée. Donc il faut qu'il y ait une société des individus et il faut que la monnaie soit devenue un équivalent universel. Si on n'a pas ces deux conditions-là, on ne peut pas avoir de risque. Cette société-là est encore dans les limbes au moment où Rousseau et Voltaire s'empaillent, mais c'est le fait d'un génie que de pressentir un peu avant tous les autres les choses. L'individualisme va vraiment se développer au XIXe et surtout au XXe siècle, parce qu'évidemment, pas d'individualisme sans État-providence, pas d'individualisme sans sécurité sociale. Pas d'individualisme sans un État moderne qui vous protège d'un certain nombre de choses. Et évidemment, c'est l'avènement de l'État-providence, c'est son développement qui vont vraiment permettre à cette catégorie de risque de devenir une catégorie aussi forte. Avant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dommages, alors on ne va pas les calculer en termes de probabilité, il faudra attendre Pascal pour ça, mais on sait qu'il y a des aléas, et la définition d'un risque, c'est aléa plus vulnérabilité. On sait qu'il y a des aléas, mais on se protège des aléas de façon collective, par une organisation collective. Par exemple, si vous avez la dîme, ce n'était pas simplement pour enrichir les poches du clergé, alors, notamment aussi, mais je vous assure, pas seulement, ça servait à créer des réserves de grains pour faire face aux famines, qui, je vous le rappelle,
avait une occurrence très rapprochée. Les famines, c'est grosso modo tous les 15 ans, les périodes de grains chers, au moins tous les 10 ans. Donc effectivement, il y a une façon de se protéger, mais c'est une façon collective, ça n'est plus une façon individuelle. Et puis, bien sûr, autre réquisite, eh bien, dans une société traditionnelle, tout n'est pas vendable. Tout ne peut pas se transformer en argent, donner lieu à un échange marchand, à commencer par la terre. Et imaginez aujourd'hui que le Vatican vende des indulgences, c'est pas Macron que ça étonnerait. Il trouverait ça tout à fait normal. À l'époque, non, ça paraissait un scandale, parce que précisément, on était dans un domaine qui ne devait pas donner lieu à un échange monétaire. Donc, sans une société qui permet l'éclosion des individus, sans une société qui a accepté l'argent comme équivalent universel, évidemment, il n'y a pas de système assurantiel, il n'y a pas de risque possible. Alors, ça, c'est quelque chose, évidemment, très important. Alors maintenant, ça ne veut pas dire, encore une fois, revenons aussi sur l'autre réquisite, le fait que ce soit des individus. Pour qu'il y ait un risque, pour qu'on puisse le compenser, pour qu'on puisse le mutualiser, c'est une évidence. Il faut que le risque ne touche que quelques individus. Quand le risque commence, quand plutôt même pas le risque, mais la réalisation des dommages dont il est solidaire advient, et si ces dommages ne touchent plus un nombre restreint d'individus, le système ne marche plus. On n'est pas loin de connaître ce genre de problème, par exemple, avec les taux de chômage aujourd'hui. Donc il y a effectivement de multiples risques. Ça peut être les risques sociaux, ça peut être les risques associés au trafic, ça peut être le trafic automobile, ça peut être les risques professionnels, ça peut être les risques maritimes, les risques naturels, etc. Le chômage, j'ai parlé de risques sociaux, etc. Tout ça ne fonctionne que lorsque ce sont des individus, et des individus en minorité, qui sont touchés. Évidemment, sans ça, les mécanismes de compensation et d'indemnisation ne peuvent plus fonctionner. C'est une sorte d'évidence. Alors, effectivement, le risque présuppose la société moderne avec ses deux traits, l'individualisme et l'argent, comme équivalent universel. Et évidemment, c'est pour ça que le risque est devenu une catégorie aussi importante. Alors on peut parfois, effectivement, le risque, quand il y a guerre, quand il y a effondrement, le risque peut toucher toute une population. Alors dans ce cas-là, vous le savez, en cas de guerre, les mécanismes assurantiels ne marchent plus. On pourrait aussi parler d'effondrement, mais là encore, on va quand même trouver une rupture par rapport à une normalité. Une société, alors même s'il y a eu la guerre de 100 ans, d'ailleurs qui a duré largement plus que 100 ans, elle n'a pas duré 1000 ans. Les situations de guerre ne sont jamais assumables au-delà d'un certain temps. Donc même quand le risque va toucher l'ensemble d'une collectivité, là on se dégage du mécanisme assurantiel, et encore on va toujours le considérer comme un moment particulier, fût-il plus long, et puisse-t-il toucher un très grand nombre de gens, c'est encore une fois de façon circonscrite dans un espace physique, spatial si vous voulez, et un espace temporel limité. Or précisément, on va le voir, c'est plus du tout le cas quand on se tourne vers ce qu'on appelle, à mon avis inadéquatement, les risques globaux. C'est-à-dire là, on est renvoyé à l'Anthropocène, on est renvoyé aux fameuses limites planétaires de Rockström, Stephen. Et là, on touche des mécanismes qui sont totalement différents, avec des dommages qui sont qualitativement sans comparaison avec ce dont je viens de parler. Et même, nous encourons un type de dommage que l'espèce humaine, en tout cas avec un degré de civilisation tel qu'on le connaît, n'a jamais eu à assumer. On rentrerait dans quelque chose de totalement nouveau. Alors, premièrement, déjà, on n'a plus simplement affaire à des aléas. Bien sûr, on a affaire à des mécanismes producteurs de danger, syndinogènes, mais au très long cours. Ils peuvent susciter des aléas, bien sûr. Ils vont, par exemple,
interagir avec les aléas climatiques, etc., au sens traditionnel du terme, avec les cyclones, avec les typhons, avec les périodes de sécheresse, avec les périodes d'inondation. Mais tout ça parce qu'on a des conditions générales qui sont en train de changer au long cours. C'est tout à fait autre chose. Et on a affaire à des dommages qui ne seront circonscrits ni dans le temps, ni dans l'espace. Là, imaginons, par exemple, qu'on en ait atteint à la fin de ce siècle, ou disons, peut-être même, imaginons, je ne sais pas moi, année 2080, 2070, imaginons qu'on ait une élévation de la température de 3 degrés, et qu'on ait stabilisé nos températures, enfin nos émissions de gaz à effet de serre, excusez-moi, en 2050, 2060. Eh bien, il y aurait encore 2 degrés dans les tuyaux. C'est-à-dire qu'on connaîtrait encore une hausse de la température, c'est-à-dire les effets en termes de température de ce degré de concentration des gaz à effet de serre vont se déployer sur des décennies. Ils se déploieraient encore, au moins dans la première partie du siècle suivant. Donc imaginons qu'au XXIe siècle, on ait une élévation moyenne de la température de 5 degrés. Eh bien, au moins, enfin, ça veut dire que compte tenu à la fois du temps de résidence long des gaz à effet de serre de l'atmosphère, notamment du CO2, compte tenu de l'inertie du système, eh bien, on serait parti pour effectivement une température de 5 degrés plus élevée à la moyenne de 1850, donc du milieu du 19e siècle, pour plusieurs milliers d'années. Vous m'avez bien entendu, plusieurs milliers d'années. Donc là, et après avec un lent décrescendo. Donc on n'est pas dans un phénomène transitoire, même si le côté perturbant est aussi énormément lié à la rapidité de ce réchauffement, on est quand même sur un changement, sur des conditions extrêmement longues en termes de temps. Et évidemment, si on avait une élévation de la température de plus 3, plus 4, plus 5 degrés par rapport à 1850, eh bien, les effets de on aurait affaire à un système climatique différent qui affecterait, de manière différente aussi, l'ensemble des régions sur Terre. Et je viens de le redire, pour une durée très longue. Ça n'a plus rien à voir avec le propre d'un risque, qui est un dommage circonscrit dans l'espace, dans le temps, et qui n'affecte qu'une partie des populations. On serait sur un phénomène totalement différent. En fait, on serait tout simplement sur un changement au long cours des conditions d'habitabilité de la Terre. Je vais y revenir. Alors, imaginons que ça tourne très mal, qu'on ne fasse pas grand-chose et qu'on monte relativement haut en termes de concentration des gaz à effet de serre, et donc ensuite en termes de température. Vous imaginez que c'est les conditions même d'habitabilité de la Terre qui sont changées. Vous n'allez pas compenser ce genre de dégâts. Si l'ouest des États-Unis devient aride, ce que disent certains modèles, si les zones arides de manière générale s'étendent, la montée du niveau des mers, etc., vous allez compenser quoi ? Puis imaginez, on peut fantasmer, on en est, Dieu merci, pas là, mais imaginez qu'on soit suffisamment stupide, imaginez Trump, président des États-Unis du monde, là, vous imaginez que l'atmosphère de Vénus n'est plus très loin. Donc, qu'est-ce que vous allez compenser s'il n'y a plus une banque sur Terre et plus un seul individu humain? Ça n'a pas de sens. On est sur un ordre de dommages que l'on ne désigne pas bien, que l'on réduit extrêmement en continuant à employer ce mot risque. On est vraiment là sur toute autre chose. Alors, m'amuser à vous lire 2 petits extraits de la littérature scientifique. C'était un colloque qui avait eu lieu en 2009 à Londres, et la chercheuse s'appelle Rachel Warren. Elle faisait une espèce de synthèse des résultats du colloque de l'époque. Voilà ce qu'il dit.
Dans un monde de plus de 4 degrés, les limites à l'adaptation humaine sont probablement dépassées dans de nombreuses parties du monde, alors que celles propres au système naturel sont largement dépassées dans le monde entier. En conséquence, les services écosystémiques dont dépendent les modes de vie humains ne pourraient être préservés. Même si des études ont suggéré que l'adaptation devrait être possible dans quelques aires pour les systèmes humains, de telles études n'ont généralement pas pris en compte la perte des services écosystémiques. Pas sympa, la chère Rachel, hein. Donc effectivement, si on prend ça au pied de la lettre, on voit bien que l'idée de compensation pécuniaire n'a pas grand sens. Et puis c'est pas fini, on va lire cette fois-ci ce que raconte le fameux Barnowski. Alors cette fois-ci, c'est sur le basculement des écosystèmes. Donc ici, au début de son étude, voilà ce qu'il écrit. Ici, nous récapitulons les preuves selon lesquelles des transitions critiques à une échelle planétaire se sont déjà produites au sein de la biosphère, indépendamment de nous. Quoique rarement, et que désormais les hommes sont en train de provoquer une transition comparable qui pourrait faire basculer rapidement et de manière irréversible la Terre vers un état jamais expérimenté par le genre humain. Donc effectivement, c'est ça qu'on peut appeler des dommages transcendantaux. Alors on va essayer d'expliquer en quoi c'est transcendantal. De façon déjà générale, on va essayer d'illustrer un petit peu les choses. On aurait affaire à des conditions qui seraient hautement défavorables à l'épanouissement de la vie humaine. Alors, essayons d'imaginer, dans une espèce de scénario quand même assez grave, mais médian, on n'a pas le pire, ce que pourrait devenir ce qu'on appelle l'écoumène, c'est-à-dire la partie de la Terre en permanence habitable par les hommes. Déjà, on aurait une forme de rétrécissement continu au long cours, avec la montée des mers, avec effectivement des régions devenant arides et impropres à une habitation permanente. On aurait très probablement un appauvrissement en ressources. Alors on est déjà dedans, en termes de minéraux, en termes de fossiles, mais ça c'est pas une mauvaise chose, mais en termes d'eau douce c'est déjà moins drôle, et puis effectivement avec des impacts sur l'alimentation. Je vous donne simplement certains chiffres donnés dans le rapport du GIEC, le précédent, celui de 2007. Par exemple, certaines régions d'Afrique, nous dit-on, pourraient voir leur production alimentaire se réduire de moitié dès 2020, lisait-on dans le rapport 2007. Toujours le même rapport, Asie 2050, certaines parties pourraient voir la production alimentaire, certaines parties de l'Asie diminuer de 30%. Et toujours, rapport du GIEC, le nord de l'Inde, alors je ne sais plus avec quel scénario de température, mais pourrait voir sa production alimentaire réduite de 70% à l'horizon de 2100. Ok, tout ça, ce sont des projections. En revanche, la réalité, c'est que depuis 2007, il ne se passe pratiquement pas une année sans que vous ayez une région connue pour sa richesse productive sur le plan agricole au monde, qui ne soit touchée par une période de sécheresse longue, avec des pertes pour les récoltes céréalières qui oscillent entre 20 et 40%. Ça, c'est le présent. Ok, donc effectivement, l'appauvrissement en ressources, vous voyez, imaginons, ajoutons ça, le basculement des écosystèmes, augmentation des événements extrêmes, on aurait donc, au bas mot, une Terre dont l'habitabilité serait en partie compromise, qui offrirait des conditions de séjour au genre humain, en tout cas éminemment moins favorables que celles que nous avons connues au cours de l'Holocène, les 11 700 ans qui nous ont précédés. Et donc, ce n'est pas un risque au sens classique. Continuer à parler de risque n'a aucun sens. Ce qui est en cause alors, c'est effectivement les conditions mêmes de possibilité naturelle, au sens traditionnel du terme, universelle et spontanée, au déploiement des sociétés humaines. Ce seraient les conditions mêmes de possibilité de la vie sur Terre, et au moins les conditions d'habitabilité de la Terre qui seraient altérées de façon très importante. Là, donc on voit bien que les mécanismes qu'on a enclenchés ne vont pas produire des dommages circonscrits, circonstanciés, mais que les dommages, cette fois-ci, ne concernent plus simplement le conditionné, mais le conditionnant. C'est-à-dire les conditions qui rendent possible l'habitabilité de la planète. Et donc là, on est vraiment, alors je peux encore le dire autrement, si vous voulez, on ne va pas simplement
affecter tel ou tel aspect de nos activités économiques, mais ce qu'on affecte par là même, c'est la possibilité même de nos activités économiques. Si vous vous rappelez le petit descriptif que je viens de faire. Donc, en ce sens-là, on a vraiment affaire à du transcendantal, alors, évidemment, en aménageant le sens. Pour Kant, vous vous souvenez, le transcendantal, ça renvoie aux formes a priori de la sensibilité, le fait que l'on ne peut pas sentir en dehors de l'espace et en dehors du temps, ça renvoie aux catégories de l'entendement. Donc là, on est dans un schème déjà dualiste, matière-pensée, mais aussi un dualisme homme-nature, hérité des modernes. Là, on a un transcendantal concret. C'est cette fois-ci les conditions biosphériques à l'habitabilité de la Terre. Mais si je vais jusqu'au bout, j'en ai pour plus de 2 minutes, à l'habitabilité de la Terre qui sont alors compromises. Donc c'est faire erreur que de continuer à parler de dommages traditionnels, que continuer à parler de risques. Et d'ailleurs, finalement, tant qu'on parle de risques, on est toujours dans un univers mental néolibéral. On ne cesse de nous dire, notamment nos autres Français, que nous sommes pusillanimes par rapport au risque. On a introduit le principe de précaution dans la Constitution. C'est une horreur. Il faut l'en dégager. Les capitaines d'industrie sont des gens qui prennent des risques. Être moderne, c'est prendre des risques. Je suis désolé, mais tout ça est totalement crétin. Évidemment, il faut prendre des risques, on est bien d'accord. Dès que je sors ici, je peux me faire écraser par le tramway. Je prends un risque en vivant, on est bien d'accord. Mais là, ce n'est pas le même problème. On n'est plus dans le conditionné, on est dans le conditionnant. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment crétin pour parier sur les conditions d'habitabilité de la Terre. Et c'est ce qu'on fait. C'est franchement pas un pari très intelligent. Oui, certes, il faut prendre des risques, mais là, on ne prend pas de risque. Et c'est tout autre chose. Et en fait, ce que tout ça remet en cause, on ne va pas le développer maintenant, mais c'est vraiment la trajectoire de notre civilisation. Ces dommages transcendantaux, c'est le débouché naturel, si j'ose dire, de la trajectoire de cette civilisation qui, je vous le rappelle, s'est très largement globalisée, en tout cas mondialisée. Et donc effectivement, revenons à l'Anthropocène, il y a le côté matador. Effectivement, nous avons largement anthropisé, dans certains aspects, le système Terre, mais dans certains aspects seulement. Et cette anthropisation elle-même suscite, est en train de susciter des réactions, et il n'est pas du tout clair ni évident que l'on soit à la mesure des réactions du système que nous avons pourtant nous-mêmes suscité. Voilà, je vous remercie.